Bonjour à tous, je suis donc Jonathan Freundlich et je vais vous parler aujourd'hui de défis à l'échelle des galaxies pour le modèle standard lambda CDM, c'est-à-dire qui prend en compte une constante cosmologique et de la matière noire froide et présenter quelques alternatives à ce modèle. Et donc pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur le modèle, donc certaines choses que vous avez déjà vues dans les deux premières séances, donc toujours avec ces deux aspects, donc constante cosmologique et cold dark matter, matière noire froide. Donc ce modèle, il suppose cette composition de l'univers, c'est toujours l'occasion de remettre cette figure, à savoir que dans le modèle, on suppose qu'il y a le modèle de concordance qu'on utilise aujourd'hui de manière régulière en astrophysique, que à peu près 70% de la quantité de matière-énergie dans l'univers est composée d'énergie noire, 25% de matière noire froide et 5% qui sont les baryons, c'est-à-dire la matière ordinaire. Donc l'une des observations qui a contribué à l'élaboration du modèle, c'est l'observation du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire le rayonnement qui a été émis dans l'univers 300 000 ans à peu près après le Big Bang, donc qui a été observé depuis les années 90 de manière de plus en plus précise. Et ce qui fixe en fait la composition de l'univers, c'est les petites fluctuations qu'on voit là notamment, et qu'on peut représenter à travers leur spectre de puissance, à savoir ici, si on regarde à différentes échelles, vous voyez ici que chaque taille, ici on est en train de représenter l'amplitude des fluctuations à différentes échelles, et donc chacune de ces échelles va correspondre à des tailles particulières, et vous voyez que l'amplitude des pics va dépendre de la quantité de matière totale et de la quantité de baryons, et donc de cette manière-là, on va pouvoir fixer d'une certaine manière la quantité de matière et la quantité de baryons pour rendre compte et pour mettre au point ce modèle cosmologique. Donc dans le cadre de ce modèle, voici une vision un peu schématique de l'univers tel qu'on le conçoit, de l'histoire de l'univers tel qu'on la conçoit, avec un univers en expansion depuis le Big Bang, l'émission du fond diffus cosmologique, qui est suivi par des âges sombres et petit à petit, ensuite, formation des étoiles, formation des galaxies, des planètes, et enfin, une expansion accélérée de l'univers. Et comme dans cette présentation, je vais parler un petit peu de simulation, je voulais introduire comment on peut rendre compte un peu de cette évolution à travers des simulations. Et donc, il s'agit ici d'un problème qui est relativement complexe, parce qu'on parle de phénomènes physiques qui ont lieu à différentes échelles, donc depuis les sites de formation d'étoiles, donc qui sont des tailles de l'ordre de 10 puissance 16 mètres, enfin typiquement des tailles comparables à celles du système solaire ou du voisinage, et jusqu'aux grandes structures de l'univers qui, elles, ont des tailles absolument gigantesques en mètres. Et ensuite, il y a un très grand nombre de processus physiques dont on doit rendre compte pour faire ce type de simulation. Donc bien sûr la gravité qui a tendance à faire que les structures donc que les inhomogénéités deviennent de plus en plus fortes pour conduire d'un univers très homogène, comme on le voit dans le fond diffus cosmologique, jusqu'aux galaxies, aux planètes, etc. Mais il faut aussi prendre en compte d'autres phénomènes comme la dynamique du gaz, le couplage entre le gaz et le rayonnement, les poussières, des réactions chimiques, etc., des champs magnétiques, les rayons cosmiques. Et donc, il y a tout un tas de phénomènes. Et en pratique, c'est souvent difficile de rendre compte de tous ces phénomènes en même temps. Donc, si on résume un peu les ingrédients qu'on a dans ce genre de simulation, on a des conditions initiales qui vont être typiquement prises parmi celles qu'on observe dans le fond diffus cosmologique, donc un univers très homogène, mais des petites fluctuations, comme on le voit ici. Le modèle cosmologique, donc avec énergie noire
et matière noire froide, la gravitation, qu'on décrit à travers la relativité générale d'Einstein, mais évidemment, c'est pas tout, à savoir qu'il y a tout un tas de phénomènes baryoniques associés à la matière visible, en particulier au gaz, et notamment ce qu'on appelle des phénomènes de feedback ou rétroaction en français, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes à différentes échelles, donc là vous voyez de l'échelle des étoiles, qui peuvent exploser à la fin de leur vie sous forme de supernova. Celles-ci vont se propager sous forme de choc dans le milieu interstellaire. On a des vents galactiques à très grande échelle, donc liés à l'évolution des étoiles, liés aux explosions de supernovas, etc. L'activité des trous noirs au centre des galaxies qui peut aussi générer des vents extrêmement importants, voire des jets de matière et de rayonnement. Et donc tout ça, c'est un ensemble de phénomènes qu'on doit prendre en compte dans les simulations numériques. Et donc le résultat étant ce genre de simulation, donc vous voyez ici une simulation où pour le moment ce qu'on voit c'est la matière noire qui forme une toile cosmique qui petit à petit va se condenser au niveau des nœuds entre ces filaments cosmiques. Et donc au niveau de ces nœuds, on va avoir des halos de matière noire, et c'est au sein de ces halos de matière noire que les baryons, c'est-à-dire initialement le gaz, va se condenser pour former des étoiles, donc former des galaxies, et donc avoir ces phénomènes différents de feedback qui vont petit à petit prendre leur importance. Et donc ici, c'est exactement ce qu'on voit là, à savoir que là, on voit maintenant la température du gaz au niveau de ces filaments cosmiques. Donc il faut voir que chaque petit point ici, c'est une galaxie, et vous voyez que le gaz, ici, lié à ces phénomènes de rétroaction ou de feedback, chauffe le gaz et expulse du gaz à très grande échelle autour des halos de matière noire. Donc ça, c'est avec ce modèle, on peut faire ce genre de simulation et essayer de voir est-ce que ce qu'on obtient dans ces univers simulés correspondent à la réalité qu'on observe. Et donc par exemple, si on regarde la toile cosmique, on voit notamment ici les observations de la toile cosmique. On voit donc la densité ou les galaxies à différents rayons, tels qu'on peut l'observer depuis notre point d'observation, disons ici, où on va voir des filaments, des zones un petit peu plus vides. Et si on compare ça aux simulations, on voit que l'image qu'on a de l'univers à très grande échelle, dans les simulations liées au modèle lambda CDM et dans les observations, correspond extrêmement bien. Si on passe maintenant aux galaxies, vous voyez là deux images, une image réelle d'une observation du télescope spatial Hubble comparée à une image faite à partir d'une simulation où les deux semblent indiquer des choses très similaires. Donc maintenant, si on zoome encore plus, on a toute une variété dans la morphologie des galaxies. Donc ça, c'est des galaxies observées, donc avec ici des galaxies de type elliptique, donc sphérique ou elliptique, des galaxies spirales ici comme qui sont sans barres, des galaxies spirales avec des barres, donc la barre c'est cet élément ici au centre, et toute une diversité de galaxies, et donc ça c'est quelque chose dont on peut rendre compte dans les simulations. Donc si on compare ça avec des galaxies simulées, donc ici on a de nouveau des fausses observations de galaxies à partir de simulations, où on voit donc qu'avec ce modèle lambda CDM, en mettant différents ingrédients, malgré les incertitudes liées à tous ces ingrédients qu'on peut mettre dans le modèle, on arrive à former des galaxies, des objets qui ressemblent très fortement à ce qu'on voit dans les observations. Maintenant, ce n'est pas forcément entièrement parfait dans la manière dont ce modèle reproduit les propriétés observées. Et donc il y a une partie il y a un certain nombre de défis qui se jouent pour ce modèle à l'échelle des galaxies. Donc là, il y a aussi des défis à d'autres échelles. Moi, je vais vraiment me focaliser sur les échelles galactiques.
Donc peut-être que vous avez entendu par exemple de la tension H0 ou de la tension σ8 qui sont des tensions plus à l'échelle cosmologique sur les paramètres cosmologiques et la mesure des paramètres cosmologiques. Donc ça, je ne vais pas en parler ici. Autre défi qu'on pourrait lister pour le modèle lambda CDM, c'est le fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas détecté de particules de matière noire, malgré le fait qu'on espérait pouvoir le faire, notamment au LHC, au CERN, que pour le moment, ça n'a toujours pas été détecté. Donc tout ça, c'est des défis dont je ne vais pas parler ici, et là, je vais me focaliser sur les défis qu'on peut avoir pour ce modèle à l'échelle des galaxies, en commençant par certaines choses dont vous avez déjà entendu parler juste avant, à savoir le fait que quand on regarde dans ces simulations, dans les observations, le lien entre les galaxies et le champ gravitationnel, donc ce champ gravitationnel qui est interprété dans le cadre du modèle lambda CDM comme traçant la matière noire, on voit une très grande régularité entre les deux. Donc ce qu'on revoit ici, c'est la relation de Tully-Fisher baryonique, à savoir la masse baryonique en fonction de la vitesse, donc qui est liée à la masse totale. Et donc ici, la masse baryonique donc, qui correspond à la fois aux étoiles et au gaz, et on voit une relation qui est extrêmement peu dispersée, donc avec cette proportionnalité, c'est-à-dire que la masse baryonique est proportionnelle à la vitesse à la puissance 4, et comme l'expliquait Françoise tout à l'heure, si on avait la fraction universelle de baryon, on s'attendrait plutôt à être sur cette ligne-là. Donc là, non seulement on a moins de baryons dans les galaxies que ce qu'on attendrait par rapport à la quantité globale des baryons dans l'univers, mais en plus, on a une relation extrêmement fine, relativement fine entre les deux, et vous voyez aussi que la proportionnalité est un peu différente, à savoir que ici, c'est quelque chose qui... on n'a pas juste un facteur constant, on va dire, entre la masse de baryons dans la galaxie et la masse de baryons qu'on attendrait à l'échelle cosmologique. Et donc, cette relation pourrait être trop peu dispersée dans le contexte de lambda CDM, dans le sens où, dans le modèle de formation des structures lambda CDM, comme on le voyait dans la simulation tout à l'heure, on a une formation hiérarchique des galaxies, c'est-à-dire les petites structures se forment d'abord, s'assemblent petit à petit, et donc c'est un processus qui est hautement violent, voire stochastique sous une certaine partie, et donc on pourrait s'attendre à avoir plus de dispersion ici. De même, quand on regarde cette relation, on pourrait avoir l'impression que la quantité de baryons est déterminée par la quantité de matière noire, finalement, de manière assez fine, alors que dans le cadre de ce modèle, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de variabilité entre les deux, vu la manière dont l'assemblage des galaxies s'effectue. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être aussi représenté, donc qui non seulement, donc ça c'était déjà mentionné, c'est que si on regarde là une quantité entre la vitesse ici et la masse des baryoniques, et la masse baryonique, ça va faire apparaître une échelle d'accélération, donc il y a l'air d'avoir une échelle d'accélération sous-jacente à cette relation. De la même manière, cette relation entre les baryons et le champ gravitationnel, ou dans le cadre du modèle lambda CDM, la masse totale, y compris la masse de matière noire, peut être représentée par l'accélération radiale, qui est la relation, donc vous l'avez déjà vu, entre le champ gravitationnel dans une galaxie qui est obtenu à partir de la vitesse, donc qui va être lié a priori à la masse totale, et l'accélération qui est obtenue à partir de la distribution des baryons. C'est-à-dire que ici, on est en train de comparer le champ gravitationnel qu'on devrait avoir uniquement en prenant compte des baryons ici, et le champ gravitationnel tel qu'on l'observe. Donc s'il n'y avait pas de matière noire dans le cadre du modèle lambda CDM, on s'attendrait à ce qu'on ait une relation de proportionnalité entre les deux, mais en fait,
il y a plus de gravité que ce qu'on devrait avoir uniquement avec les baryons, ce qui est interprété dans le cadre du modèle comme lié à la présence de matière noire, donc qui rend compte de ça. Mais là, cette relation encore est extrêmement fine, et ce qui pourrait être un défi pour le modèle lambda CDM, précisément parce qu'on pourrait s'attendre à ce que, du fait des fusions, du fait de la manière dont les baryons et la matière noire ne sont pas entièrement liés l'un à l'autre dans le modèle, il y ait plus de dispersion dans cette relation. Et de là encore, c'est une relation qui va faire intervenir une accélération caractéristique de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres par seconde moins 2. Toujours dans la catégorie des corrélations à plus petite échelle, et là c'est encore quelque chose que Françoise évoquait tout à l'heure, c'est le fait que si on regarde de manière un petit peu plus détaillée ce qui se passe à l'intérieur des galaxies, on peut regarder ici la densité surfacique des baryons en fonction du rayon dans une galaxie et comparer ça à la vitesse de rotation. Et donc, à partir des différentes quantités ou de la masse des différentes composantes, donc que ce soit les étoiles, le gaz, et parmi les étoiles, ça peut être à la fois la présence d'un disque ou la présence d'un bulbe au centre, donc il peut y avoir plusieurs sous-composantes. On peut déduire de chacune de ces contributions quel devrait être l'effet sur la cinématique des galaxies. Et ça donne ces lignes-là. Donc la ligne noire ici, ça correspond à l'ensemble des contributions des baryons. Et ce qu'on voit ici, c'est que donc on a un bump dans la distribution ici en vert, et qui correspond à un bump dans la distribution de vitesse. Et là, donc ça c'est assez logique, mais là où ce ne serait pas forcément attendu, c'est le fait que ce bump, on va le voir aussi dans la matière noire. Donc ça veut dire qu'on a l'impression que quand on a une structure au niveau des baryons, elle se reflète dans la matière noire, ce qui ne va pas du tout de soi dans le contexte lambda CDM, parce que ici, on est dans un domaine où on est dominé par la matière noire, donc a priori, et de beaucoup, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un bump dans la matière noire, ici, là. Et donc là, on voit la même chose, à savoir que si on a, ici, on a du gaz qui a subi un certain nombre de pics, et donc ça se reflète dans cette courbe de rotation pour les baryons, et c'est quelque chose qui se propage ensuite, qui semble se propager sur la matière noire. Et donc, en fait, à travers ces trois différentes relations, donc la relation de Tully-Fisher baryonique, l'accélération radiale et ces relations à plus petite échelle, on a l'impression qu'il y a une corrélation très forte entre les baryons et le champ gravitationnel, peut-être plus que ce qu'on pourrait s'attendre dans le cadre du modèle lambda CDM. Ou en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudrait expliquer dans le cadre du modèle. Si on continue à parler de relations entre les galaxies et leur halo de matière noire, il faut aussi mentionner, donc là, les relations que j'évoquais précédemment, c'était plutôt des relations qu'on observe, donc on peut déduire des observations. Ensuite, si on s'intéresse aux simulations, on peut voir qu'en fait, il y a une certaine diversité dans les prédictions qu'on va faire sur la relation entre la masse, ici la masse stellaire, et la masse du halo de matière noire. Donc, par exemple, si je prends ici une masse de matière noire M200 de l'ordre de 10 puissance 10, vous voyez qu'il y a une certaine dispersion pour la masse des étoiles correspondantes. Et surtout, ce qu'on peut voir ici, et c'est ça l'essentiel que je voulais montrer à travers ce graphique, c'est que différents types de simulations, donc chaque couleur ici correspond à un type de simulation différente, vont avoir des prédictions potentiellement un petit peu différentes sur la relation entre la masse stellaire et la masse de matière noire, et notamment dans le régime des faibles masses, comme on peut le voir ici, et dans le sens où là, non seulement les différentes simulations
peuvent être un petit peu différentes, mais à l'intérieur d'une simulation, on a l'impression d'une certaine régularité, c'est-à-dire que la dispersion au sein d'une simulation est inférieure à la dispersion qu'on peut avoir d'une simulation à l'autre. Et donc ça pose des questions sur les ingrédients qu'on met dans les modèles et en quelle mesure est-ce que ces ingrédients sont valables ou pas. Donc, je reviens maintenant un peu plus en détail à la répartition de matière noire à l'intérieur des halos de matière noire. Et donc, si on regarde ici la densité de la matière noire, plus précisément telle que on peut la regarder en fonction du rayon, on a ici un profil NFW que vous avez vu tout à l'heure qui rend compte à ce qu'on voit dans les simulations de matière noire seule, donc un profil qui est relativement piqué au centre. Et ce qu'on voit ici, c'est que par contre, dans ces observations, on peut inférer des profils de densité plus plats au niveau du centre. Et donc ça a été vu dans les années 2000 comme un problème potentiel pour le modèle lambda CDM, avant qu'on s'aperçoive que si on introduit un certain nombre de phénomènes baryoniques dans les simulations, on va être capable de passer d'un cuspide, donc de ce profil de densité très piqué, à un cœur plus plat, en introduisant les phénomènes type formation des étoiles, feedback, explosion de supernova, etc. Sachant donc que ce profil NFW, c'était un profil qu'on voit dans les simulations de matière noire seule. Mais ça pose un peu des questions sur comment est-ce que les baryons peuvent affecter la matière noire. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, à savoir qu'on s'attend bel et bien à ce qu'il y ait une influence des baryons sur la matière noire, alors même que la matière noire est supposée n'interagir que gravitationnellement. Et donc comment est-ce que les baryons peuvent affecter la matière noire? C'est d'abord à travers ce qu'on appelle la contraction adiabatique, c'est-à-dire que si vous avez des baryons qui tombent au centre d'un puits de potentiel d'un halo de matière noire, ils vont avoir tendance à creuser le puits de potentiel. Et donc, comme ils creusent le puits de potentiel, la matière noire va elle aussi être attirée au cœur de ce puits. Mais donc ça va avoir plutôt tendance à concentrer la matière noire au centre des halos. On a l'effet de la friction dynamique, c'est-à-dire que si vous avez un satellite ou un nuage de gaz qui est en mouvement par rapport à la matière noire, il peut transférer une partie de son énergie orbitale ou de son énergie cinétique à la matière noire sous forme de chauffage dynamique. Et ça peut contribuer à étendre la distribution de matière noire. Et enfin, et là j'en reviens au phénomène de feedback, à savoir que si on a des fluctuations répétées du potentiel gravitationnel liées à ces phénomènes, on va pouvoir avoir des fluctuations de la masse des baryons. Donc là, c'est dans une simulation, on voit la masse des baryons à différentes échelles en fonction du temps. Et donc vous voyez ces fluctuations. Et l'effet de ces fluctuations, ça va être de chauffer dynamiquement la matière noire. C'est-à-dire que si vous prenez des particules de test de matière noire, elles vont subir une force qui fluctue en fonction de variations de la masse baryonique. Donc qui dit fluctuation de la masse, dit fluctuation du potentiel, dit donc force qui va s'appliquer sur les particules test de matière noire et potentiellement contribuer à la formation d'un cœur de matière noire. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, on peut essayer de modéliser ça et notamment parler du fait que du fait des phénomènes de feedback, on va avoir des fluctuations dans le milieu interstellaire. Donc on a des explosions de supernovas, on a des vents stellaires, il y a la formation des étoiles, donc il y a plein de phénomènes qui entrent en jeu dans le milieu interstellaire qui vont faire des petites fluctuations dans le milieu. Et l'effet cumulatif de ces fluctuations, ça peut être précisément de chauffer dynamiquement la matière noire et de former des cœurs. On peut aussi se souvenir que quand on regardait cette animation de simulation, on avait des explosions très très fortes quand on avait par exemple des explosions, des épisodes de formation d'étoiles qui vont être suivis d'épisodes de feedback très importants, ou la présence de noyaux actifs
dans les galaxies qui vont éjecter une partie du gaz ou chauffer du gaz. Et là, de la même manière, l'éjection brutale du gaz peut aussi contribuer à la formation des cœurs. Et là, je voulais aussi mentionner que ces phénomènes ils peuvent non seulement étendre la distribution de matière noire, mais aussi étendre la distribution des étoiles. Et c'est ce qu'on voit notamment pour les galaxies ultra-diffuses dans des simulations, où là on a le taux de formation d'étoiles qui subit un certain nombre de variations. Ces variations signifient qu'on va avoir des épisodes de feedback assez récurrents et qui ont pour effet à la fois d'étendre la distribution des étoiles et d'étendre et former un cœur de matière noire. Donc ça, c'était comment est-ce qu'on peut voir l'effet des baryons sur la matière noire. Mais en fait, donc on pourrait se dire qu'on a résolu d'une certaine manière ce problème des cuspides, le fait que dans les observations on forme des cœurs, donc on sait comment on peut former des cœurs, mais en réalité il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent. Dans un premier temps, le fait que si on regarde différents types de simulations, ici ce qu'on est en train de représenter c'est la pente au centre du halo de matière noire, avec les cuspides qui sont ici, les cœurs qui sont là, et vous voyez notamment qu'on a des simulations qui vont avoir une formation des cœurs très importante dans un certain domaine de masse. Donc ici, c'est la masse des étoiles divisée par la masse totale. Et donc ça, on le comprend relativement bien, à savoir que c'est un domaine de masse où les puits de potentiel sont suffisamment petits pour que quand il y a des épisodes de formation d'étoiles suivis de feedback, qui y ait des vents stellaires très importants, et donc ça éjecte une quantité significative de gaz, alors que ici le puits de potentiel est tellement important qu'on ne va pas pouvoir éjecter tant de gaz, mais par contre, d'autres suites de simulations, elles, ne forment pas du tout de cœur dans ce domaine de masse. Et donc ici, ça pose la question de l'implémentation des phénomènes de feedback dans les simulations, et donc de pourquoi est-ce que différents types de simulations vont produire des résultats très différents. Ça, c'est donc un problème peut-être plutôt de l'ordre des simulations, mais si on regarde au niveau des observations, on s'aperçoit qu'il y a autre chose qui pourrait être un problème pour le modèle lambda CDM, à savoir que si on regarde les courbes de rotation des galaxies, ici c'est plutôt des galaxies naines, on voit donc la vitesse circulaire en fonction du rayon. Et si on prend des galaxies de même masse totale, on va voir des comportements très différents. Donc c'est ce qu'on appelle la diversité des courbes de rotation et qui pourrait être un problème pour lambda CDM, à savoir que si les phénomènes de feedback sont identiques d'une galaxie à l'autre, qu'ils vont être identiques à une masse totale donnée, on s'attendrait potentiellement à avoir le même profil pour une certaine masse. Donc, par exemple, c'est ce qu'on voyait dans ce graphique-là, où essentiellement, à une masse donnée, chaque suite de simulations va prédire tel ou tel profil. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les observations, où on voit justement cette diversité. Et donc, c'est une diversité qui est plutôt bien, qui est liée a priori au baryon, justement. C'est-à-dire que si on représente cette diversité en fonction de la densité de surface des baryons, on va pouvoir rendre compte en fait de cette diversité, mais qui n'est pas forcément bien expliquée dans le cadre du modèle lambda CDM. Donc c'est une diversité dans les courbes de rotation, donc diversité dans la forme du profil de matière noire, et c'est aussi une diversité qu'on voit ensuite dans les simulations, de nouveau, à travers la diversité des galaxies naines. Donc là je reviens aux simulations. Dans ce graphique, ce qu'on voit, c'est le rayon des galaxies en fonction de la masse stellaire, surtout pour des masses, ici ce qui va m'intéresser plutôt les masses faibles. Donc vous voyez en arrière-plan de nuance de gris, ça va être les observations. Et vous voyez ici que, par exemple, cette suite de simulations, NIHAO, les carrés, ne produit que des galaxies ultra-diffuses dans le domaine de masse qu'on a là. Alors qu'en fait, dans les observations, on va aussi avoir toute une zoologie de galaxies naines, naines compactes, ultra compactes, etc. Et donc ici, on a aussi un problème de le fait que les simulations ne vont pas produire exactement les populations observées de galaxies naines, et donc qui pourrait être lié à ce problème de la formation des cœurs
dans le sens où, en tout cas, pour ce qui est de cette suite de simulations NIRAO, on a des phénomènes de feedback extrêmement importants qui peut-être étendent à la fois la distribution de matière noire et la distribution des baryons et font que, en fait, on n'observe pas du tout ce type de galaxie dans cette suite de simulations. Au niveau des galaxies naines, il y a aussi d'autres problèmes potentiels, à savoir notamment le fait que si on compare ici, d'un côté, une galaxie simulée du type de la Voie lactée et qu'on la compare, et donc on regarde les satellites qui sont formés avec les satellites observés de la Voie lactée. Donc là, on voit que en termes de nombre, a priori, ce n'est pas forcément un problème. On peut reproduire le même nombre de satellites, mais par contre, en fait, la masse des satellites observés est typiquement plus petite que dans les simulations. Et donc ça pose des questions sur le fait que pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre de sous-halos dans les simulations, donc de sous-halos de matière noire, qui auraient été suffisamment massifs pour former des étoiles, qui semblent ne pas être vus dans les observations. Évidemment, ici, ça peut être à la fois un problème pour le modèle lambda CDM, mais ça peut aussi potentiellement s'expliquer par d'autres choses. Donc, par exemple, ici, j'ai listé quelques éléments qui pourraient rendre compte de ce problème. Peut-être que la masse de la Voie lactée telle que on l'utilise pour faire cette comparaison n'est pas tout à fait correcte. Peut-être que ces sous-halos ont plus tendance à avoir des cœurs de matière noire que ce qu'on imagine, notamment via les phénomènes dont j'ai parlé juste avant. Et c'est aussi possible qu'il y ait eu une érosion par les forces de marée de ces sous-halos qui auraient dû former des étoiles sinon. Donc ça, c'est encore un autre défi pour le modèle lambda CDM. Et toujours dans la catégorie des galaxies naines et satellites, l'une des choses qui a été avancée comme un défi potentiel, c'est le fait que quand on regarde un certain nombre quelques-unes des galaxies proches, alors là, c'est des observations qui sont difficiles à effectuer, donc il n'y a pas forcément un échantillon très très important, mais il a été proposé que, donc les observations semblent indiquer que pour la Voie lactée, pour la galaxie d'Andromède, ou aussi pour Centaurus-A, qui est une galaxie assez proche, les satellites pourraient être alignés et non pas répartis de manière plus homogène, par exemple dans un disque autour de la galaxie. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être difficile à expliquer dans le cadre du modèle lambda CDM. Donc, parce que quand on fait des simulations lambda CDM, on a assez peu de plans de satellites comme cela. Ici, l'une des choses qui est importante à noter, c'est le fait que ce genre d'observation, c'est quelque chose qui est assez insensible justement au phénomène de feedback, et donc parce que ces phénomènes de feedback sont assez peu connus. Enfin, il y a pas mal d'hypothèses qu'on fait quand on les prend en compte, et typiquement, ce genre d'éléments, c'est quelque chose qui ne dépend pas trop de tous ces modèles qu'on va mettre dans les simulations. Et donc, dans un contexte où les galaxies se forment par fusion successive dans un scénario hiérarchique, avec éventuellement des filaments dans la toile cosmique, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu plus homogène et moins à ces plans. Après, il y a des explications possibles pour former de tels plans. Donc, par exemple, peut-être que c'est lié à la présence des filaments de la toile cosmique, c'est-à-dire que ces satellites sont arrivés autour de la galaxie via les filaments, et donc avec une géométrie particulière. Peut-être qu'ils seraient arrivés en groupe, peut-être qu'ils se seraient formés au moment de fusion, et donc quand il y a des fusions, il va y avoir formation potentielle de galaxies naines de marée, et comme les fusions ont lieu dans un plan particulier, à ce moment-là, les galaxies qui se forment à ce moment-là ont aussi lieu dans un plan particulier, ou enfin, ça pourrait être une situation temporaire qui n'est pas si infréquente que ça. Donc à noter quand même que là, c'est pour le moment quand même un nombre assez faible de galaxies et d'observations, et qui gagnerait à être testé de manière plus systématique avec des échantillons plus grands. Voilà donc quelques-uns des défis
à différentes échelles. Je vais finir avec un dernier défi pour le modèle lambda CDM, toujours pour montrer un peu comment finalement les simulations, elles permettent de reproduire extrêmement bien la structure à grande échelle de l'univers, mais quand on regarde un petit peu plus près, on voit qu'il y a pas mal de choses qui collent pas tout à fait. Et donc, on a déjà parlé un petit peu des barres, donc, ou des galaxies qui comportent une barre, et on peut regarder notamment dans les observations la fraction de galaxies barrées. Et donc, si on regarde l'univers proche, on voit une fraction qui est de l'ordre d'à peu près 2/3. Donc, 2/3 des galaxies de l'univers proche portent des barres. Et si on regarde à d'autres époques, donc là, on a un certain nombre d'observations, on voit que la fraction de barres semble diminuer quand on regarde plus loin dans l'histoire de l'univers. Donc, si le temps va dans ce sens-là, ici, c'est aujourd'hui. Et donc là, c'est, par exemple, il y a à peu près 10 milliards d'années. Donc, à cette époque-là, on voit que la fraction de barres ici descend, donc c'est-à-dire qu'elle croît avec le temps, mais à cette époque-là, elle reste à peu près constante, autour de 10-20%, et ce qui a été notamment mesuré dans des observations récentes du James Webb Space Telescope. Et donc là, si on essaie de comparer ça avec les simulations, il y a certaines simulations qui reproduisent cette fraction de barres relativement bien. Donc là, on voit deux types de simulations, mais il s'agit là en fait de simulations zoom-in. Donc en fait, on s'est focalisé sur des cas assez précis de galaxies. Donc il n'y a pas l'ensemble des galaxies qui sont présentes dans ces simulations. Et donc si on s'intéresse plutôt aux simulations cosmologiques, en fait, ici c'est un certain nombre de grands volumes de situations cosmologiques. On voit les fractions de barres qui sont très très différentes dans les prédictions à redshift 0, c'est-à-dire aujourd'hui. Et si on regarde l'évolution, on voit que ça fait un peu tout et n'importe quoi, avec des cas où ça semble à peu près constant, des cas où ça augmente carrément avec le redshift. Et donc, grosso modo, ces simulations cosmologiques ne sont pas capables de rendre compte des barres telles qu'on les observe. Ici, encore une dernière simulation. Et donc ça, c'est un des problèmes qu'on peut avoir dans ces simulations. Et de manière générale, la question qui se pose, c'est est-ce que ces problèmes ou défis liés au modèle lambda CDM, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a un certain nombre de phénomènes dont on essaye de rendre compte dans les simulations qu'on ne maîtrise pas tout à fait, et du coup, donc notamment tout ce qui est phénomène baryonique, donc formation des étoiles, phénomène de feedback lié à l'évolution des étoiles et au noyau actif de galaxies. Donc est-ce que ces défis peuvent être résolus simplement en révisant notre manière de concevoir ces phénomènes baryoniques, ou est-ce que c'est des signes de la nécessité de changer de modèle de manière plus fondamentale? Et donc je pense que ça c'est une question qui est ouverte, où il y a une certaine dégénérescence, c'est-à-dire que ces phénomènes, on va pouvoir dire, dans le cadre du modèle lambda CDM, peut-être qu'on peut résoudre tous ces problèmes en revisitant ces phénomènes baryoniques et en les modélisant d'une manière plus appropriée, ou peut-être que certains de ces problèmes sont le signe d'un besoin de changement de paradigme. Et donc c'est pour ça que là je voulais parler un petit peu d'alternative au modèle lambda CDM. Donc pour ce qui est du modèle lambda CDM, donc dans le cadre de ce modèle, on suppose que la matière noire est une matière noire froide, c'est-à-dire des particules relativement lourdes, de masse relativement élevée, qui n'interagit pas avec les baryons. Donc si on représente un petit peu ici en fonction de la masse des particules qu'on suppose, donc la masse peut être aussi exprimée en termes d'énergie. Donc les candidats traditionnels pour la matière noire froide seraient les Weakly Interactive Massive Particles supersymétriques, par exemple, qui se situeraient dans un domaine de masse par ici. Et donc là,
ces particules seraient relativement massives, mais en fait, il y a toute une zoologie de candidats possibles pour la matière noire. Donc, historiquement, les neutrinos ont été envisagés, donc ils auraient constitué une matière noire chaude, mais qui est plutôt pas favorisée à l'heure actuelle parce qu'ils auraient des vitesses trop importantes pour former des structures. Mais il y a d'autres possibilités qui ont pu être, qui sont toujours envisagées, comme des trous noirs primordiaux. Alors probablement que les trous noirs primordiaux ils pourraient pas rendre compte de la totalité de la matière noire dans l'univers. De la matière noire tiède, comme on va le voir, ça peut poser certains problèmes. Des particules de matière noire ultra légères, donc ici on parle vraiment de masse très très faible. Et ici, on a là notamment les actions, qui sont des particules motivées par la théorie du modèle standard de la physique des particules, qui pourraient former une sorte de matière noire floue, et donc je vais revenir là-dessus juste après. Donc parmi ces différents candidats, je voulais d'abord parler un petit peu de la matière noire tiède, qui est l'idée d'avoir des particules un petit peu moins massives que la matière noire froide qu'on suppose dans le modèle standard. Et l'un des effets de cette matière noire tiède, c'est que donc, les particules ont des vitesses plus importantes, et donc il va avoir plus de mal à former des structures. Donc parce que si une particule de matière noire passe à proximité d'un puits de potentiel, si sa vitesse est plus importante, elle va avoir tendance à ne pas tomber dans le puits de potentiel et donc à former moins de structures. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, avec d'un côté la matière noire froide qui va former plein de sous-halos et la matière noire tiède ici qui a tendance à en former beaucoup moins. Et donc en pratique, si on regarde le nombre de halos d'une certaine masse, donc ici en fonction de la masse, on voit que dans le cas lambda CDM, on a cette fonction de masse, c'est-à-dire qu'on va former beaucoup de halos de très petite masse, alors que dans ces modèles de matière noire tiède, où les particules ont une masse plus faible, on va avoir une suppression des petites structures. Donc ici, on va pas former des halos de masse aussi petite, mais on va former des halos un peu plus gros. L'une des choses intéressantes avec ce modèle, c'est qu'on va pouvoir former de manière fondamentale des cœurs. Donc, on avait parlé du fait qu'on observait des cœurs de matière noire. Donc, j'ai montré comment est-ce que, avec les baryons et les processus baryoniques dans les galaxies, on pouvait produire des cœurs dans le cadre du modèle standard lambda CDM, mais on peut aussi former des cœurs de manière plus fondamentale, ici, avec la matière noire tiède, donc pour différentes masses des particules. Donc plus la masse des particules est faible, plus on va avoir tendance à former des structures diffuses et donc plus de cœurs. Après, ici, il y a un souci, c'est que pour former un cœur, il faut des masses qui sont tellement petites qu'en fait, on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait formation des structures ou des galaxies comme celles qui sont observées. Donc c'est une théorie qui est quand même qui a un peu moins le vent en poupe aujourd'hui, dans le sens où les masses, dans les masses où on forme des cœurs naturellement avec ce modèle, on ne devrait pas avoir de formation des structures, c'est-à-dire qu'il va falloir invoquer des masses relativement importantes où on n'a pas de cœur naturellement, et donc on est de nouveau dans le même cas que dans le cas avec la matière noire froide, où on a besoin d'invoquer les phénomènes de feedback pour produire des cœurs de matière noire. Ensuite, la matière noire floue, ou fuzzy dark matter en anglais, donc ça porte différents noms. Ce serait une forme de matière noire constituée de particules très légères, en pratique en général des actions. Et là, c'est une idée un petit peu, qui peut paraître un peu bizarre, à savoir que c'est des particules qui vont être tellement peu massives que leur longueur d'onde de De Broglie, donc caractéristique des phénomènes quantiques, va être de la taille de l'ordre du kiloparsec, c'est-à-dire de la taille d'une galaxie.
Donc on a des particules qui vont avoir des comportements quantiques à très grande échelle. Donc là, ce qu'on voit, c'est une simulation qui a été effectuée dans ce contexte-là. Donc les équations qui régissent ici cette simulation, c'est l'équation de Schrödinger d'un côté et l'équation de Poisson qui rend compte de la gravité. Et donc ce qu'on voit ici, c'est des très grandes échelles. Vous voyez 200 kg par sec, c'est la taille d'une galaxie. Donc là, on voit le halo de matière noire floue d'une galaxie. C'est une simulation de matière noire uniquement, il n'y a pas de phénomène baryonique ici. Et ce qu'on voit, c'est différentes choses un peu particulières, qui est notamment des interférences à très grande échelle, parce qu'on a donc une longueur d'onde de De Broglie de l'ordre du kilo par sec. On a ce qu'on appelle des granules dans le halo, et ça c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des fluctuations de densité liées au fait qu'on a affaire à un système quantique, mais à une échelle très importante dans le halo de matière noire, et aussi la présence ici d'un cœur solitonique, c'est-à-dire un peu comme si on avait un condensat de Bose-Einstein à une échelle très importante au cœur du halo. Et donc ça génère un profil de densité assez particulier avec un bump. En fait, historiquement, cette idée, elle avait été introduite justement pour résoudre de manière fondamentale le problème des cuspides. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un moyen pour former des cœurs de manière fondamentale. Et on s'est dit, avec la pression quantique, si on a des particules très peu massives avec une longueur d'onde de De Broglie de l'ordre de la taille du cœur, on ne va pas pouvoir condenser le système de manière plus forte que ce qu'on a. Après, on s'est aperçu du coup que le profil de densité, il n'était pas aussi simple que juste un cœur, à savoir qu'on a ici le cœur, enfin une sorte de bump lié au soliton et ensuite le halo. Mais c'est quand même un modèle intéressant dans le sens où il est motivé notamment par tout un tas de choses en physique des particules et le fait que le modèle standard de la physique des particules parle d'action, et donc ça motive finalement la possibilité de ce genre de particules, même si ça a des conséquences un peu particulières. Et donc on a un peu travaillé pour essayer là-dessus, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait potentiellement contraindre la masse des particules de fuzzy dark matter grâce au chauffage dynamique qui résulte des fluctuations de densité dans le halo. Donc ça, c'est très lié à ce que j'ai raconté tout à l'heure, à savoir que tout à l'heure, on avait vu comment est-ce que des fluctuations de densité dans la distribution des baryons, dans le milieu interstellaire, ça pouvait chauffer dynamiquement la matière noire. Et de la même manière, ici, on a affaire à des fluctuations de densité dans le halo, et ces fluctuations, elles peuvent aussi chauffer dynamiquement les systèmes stellaires. Donc, par exemple, le fait qu'on ait un amas d'étoiles au centre de la galaxie naine Eridanus 2 pourrait contribuer à contraindre la masse de ces particules. Donc, suivant différentes masses de particules, on va avoir une évolution, une expansion de cet amas d'étoiles qui va varier en fonction de la masse. Et comme on observe cet amas, on sait qu'il ne s'est pas étendu indéfiniment, à savoir qu'on a une taille observée de l'amas ici, et ça, c'est l'évolution de la taille telle qu'on la prévoit avec différentes masses. Alors, ce n'est pas sans caveat dans cette méthodologie, mais ça pourrait, en principe, contribuer à exclure une partie des domaines de masse pour ces particules de fuzzy dark matter. Et enfin, il y a notamment Anaël Hallé qui travaille là-dessus ici, à savoir le fait que ce modèle il pourrait aussi avoir des conséquences sur la dispersion de vitesse des étoiles dans la Voie lactée, l'épaisseur du disque ou les caractéristiques de la barre. Et donc tout ça, ça peut aider à caractériser ça. Alors, je vais passer sur ici la matière noire auto-interagissante, mais donc dans le modèle lambda CDM, on parle de matière noire qui n'interagit pas avec elle-même, qui n'interagit pas avec les baryons, mais on pourrait aussi supposer qu'il y ait des interactions de la matière noire avec elle-même, et ça c'est aussi un moyen pour former des cœurs. Donc c'est un modèle dans lequel la structure à grande échelle est très proche de ce qu'on a dans le modèle lambda CDM, mais où, si on regarde un peu plus près, par exemple dans la région centrale des galaxies, on voit que les cœurs sont moins denses, et c'est ce qu'on voit notamment ici avec différentes
section efficace d'interaction pour la matière, cette matière noire auto-interagissante. Donc en fait, elle interagit avec elle-même, notamment dans les zones plus denses au cœur des halos de matière noire, et ça aboutit à une autre manière de former des cœurs de manière fondamentale. Mais je voudrais maintenant parler un petit peu plus de modifier la loi de la gravitation. Et donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des corrélations très fortes entre la quantité de baryons, entre les baryons et le champ gravitationnel. Et donc ça peut amener à penser que finalement, en fait, quand on regardait les courbes de rotation, on attribuait le fait que les courbes soient plates à la présence d'un halo de matière noire autour des galaxies. Mais on est dans des régimes extrêmement faibles en termes d'accélération gravitationnelle à ces niveaux-là, c'est-à-dire que c'est des régimes qui sont très différents des conditions qu'on peut connaître sur Terre ou au niveau du système solaire pour la gravité. Et donc peut-être qu'on pourrait envisager de modifier la gravité à ces échelles. Et donc c'est notamment ce qui a été proposé par Mordechai Milgrom dans les années 80. Donc c'est ici une sorte de proposition phénoménologique, où on n'a pas forcément de modèle a priori pour expliquer pourquoi on aurait cette modification. Mais l'idée ici, c'est que plutôt que d'invoquer la matière noire pour expliquer les courbes de rotation, on pourrait modifier la gravité avec un régime d'accélération forte où le champ gravitationnel est le même que dans le cas newtonien, et dans le cas d'accélération faible, donc ce qui est notamment pertinent quand on est en périphérie des galaxies, à ce moment-là, au lieu d'avoir le champ newtonien, en fait, on aurait la racine carrée du champ de gravitation newtonien. Donc ça a été introduit de manière un petit peu ad hoc. Ça fait intervenir une accélération caractéristique qu'on a déjà vue dans ces différentes relations, et ça permet de décrire les courbes de rotation d'une grande variété de galaxies. Donc vous voyez ici deux exemples où il y a ici la prédiction en rouge et la courbe observée en noir, et ça correspond relativement bien, avec ici les bumps tels qu'on les avait mentionnés auparavant, parce que ici, comme c'est uniquement les baryons qui déterminent la courbe de rotation, on a naturellement des bumps là où on a des bumps de masse baryonique. Donc la relation de Tully-Fisher baryonique dans ce contexte-là devient en fait une conséquence de cette relation, parce qu'on va directement avoir proportionnalité entre la masse baryonique et la vitesse à la puissance 4, si on adapte cette relation. Pareil pour l'accélération radiale, et ça peut éventuellement permettre plus facilement de rendre compte de la présence des plans de satellites. Donc ça a été proposé comme une relation ad hoc, avec un certain nombre de succès. Évidemment, ça demande d'être potentiellement, peut-être dans le contexte lambda CDM, ce serait explicable, et donc ce serait une sorte de relation émergente dans le contexte de la matière noire froide, mais peut-être que c'est quelque chose de plus fondamental. Donc pendant longtemps, il y a eu un certain nombre d'efforts pour essayer de baser cette théorie de manière plus dans la théorie, notamment dans des généralisations de la relativité générale. Et l'une des possibilités, ce serait une théorie ici qui a été développée par Skordis et Zloznik récemment, qui, en ajoutant des termes dans les équations de la relativité générale, permet d'avoir un comportement qui est assez proche de celui de la matière noire à très grande échelle. Donc ça permet notamment de reproduire le fond diffus cosmologique et d'avoir la phénoménologie monde à petite échelle. Donc ça, c'est un effort théorique qui est en cours et qui progresse petit à petit. Mais si on reprend monde dans sa présentation la plus simple, il y a quand même un certain nombre de problèmes, notamment dans les amas de galaxies, donc des grands ensembles de galaxies, où si on regarde la masse baryonique ici, qui est telle qu'elle est observée dans les amas de galaxies, et qu'on la compare aux masses baryoniques qu'on attendrait dans le cadre de monde pour expliquer la cinématique de ces objets, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même de la masse manquante dans le contexte de monde, mais qui pourrait peut-être être de la masse qui est pour le coup baryonique, mais qu'on n'a pas encore découvert. Donc ça pose un problème ici peut-être d'observation.
Donc ça, c'est un premier problème, que en fait, dans les amas, on a quand même besoin de matière noire. Ensuite, il y a des cas où on peut essayer d'observer à la fois la composante baryonique d'un amas. Donc la masse des amas, c'est essentiellement du gaz chaud. Donc on voit ici en rose. Et donc dans cet amas du boulet, on a une dissociation apparente entre la masse baryonique et la masse de matière noire, ce qui pourrait sembler un problème final pour Monde. Après, il y a peut-être quand même des moyens de rendre compte de ça quand même dans le cadre de Monde, mais ça reste quelque chose que la théorie doit expliquer. Enfin, on a aussi regardé un peu plus précisément les galaxies ultra-diffuses dans les amas de galaxies, et notamment pour voir où est-ce qu'elles devraient se situer en termes d'accélération radiale. Donc ici, vous avez l'amas de Coma, donc avec un certain nombre de galaxies, des galaxies ultra-diffuses comme DF44, que vous voyez ici. Et donc ici, on est en train de représenter de nouveau le champ gravitationnel tel qu'on le déduit de la cinématique de ces galaxies en fonction du champ gravitationnel tel qu'on devrait l'avoir à partir uniquement des baryons. Donc je vous rappelle, cette ligne diagonale, ça correspond à ce qu'on attendrait si dans le modèle lambda CDM, il n'y avait pas de matière noire. Et il se trouve que cette ligne noire, c'est exactement ce qu'on attendrait avec Monde. Donc ça marche très bien pour les galaxies spirales qu'on a là. Ça marche plutôt bien ici pour ces naines sphéroïdales. Et en fait, ici, c'est un problème que ça marche pour les galaxies ultra-diffuses. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, ça, c'est la relation qu'on devrait avoir dans le cas de Monde de manière isolée. Or, ces galaxies, elles sont dans un amas, donc elles sont dans un champ de gravitation très important. Et dans ces conditions-là, on n'attendrait pas à avoir cette prédiction. Et au contraire, ces galaxies, elles devraient plutôt être sur la ligne pointillée ici. Donc parce qu'on n'est pas dans un cas isolé, mais elles sont en présence d'un champ extérieur. Et donc normalement, elles ne devraient pas se trouver dans le contexte monde sur cette ligne-là. Et donc là, ça appelle éventuellement des recherches un petit peu plus théoriques, c'est-à-dire que si on veut développer une théorie avec la phénoménologie monde, il va falloir rendre compte de ces différents phénomènes, à la fois de la masse manquante dans les amas, peut-être que c'est une masse qu'on va pouvoir observer un jour, mais ici peut-être de manière un peu plus fondamentale du fait que là, ces galaxies se comportent comme si elles ne voyaient pas le champ externe de l'amas. Et donc ça, c'est quelque chose, peut-être dans une théorie comme celle que j'évoquais tout à l'heure de Skordis et Zloznik, qui pourrait être pris en compte, mais c'est quelque chose qui appelle à des développements théoriques. Je voulais juste finir par mentionner qu'il n'y a aucun effet de monde qui a été détecté dans le système solaire pour le moment. Donc, en conclusion, ici, ce que j'ai voulu dire, c'est que le modèle lambda CDM permet de rendre compte du fond diffus cosmologique, donc avec les fluctuations à différentes échelles, permet de décrire l'univers à grande échelle et de le simuler avec un certain nombre d'hypothèses sous-jacentes. Mais il demeure des défis à l'échelle des galaxies. Et donc ces défis, ils devraient soit être mieux compris dans le cadre du modèle, donc peut-être qu'on va pouvoir accommoder ces défis dans le cadre du modèle, mais ils pourraient aussi indiquer les limites du modèle. Et donc là, j'ai parlé notamment des fortes corrélations qui sont observées entre masse baryonique et champ gravitationnel, ainsi que la diversité des courbes de rotation. Et on a vu que ça, c'était des choses qui pouvaient s'expliquer par exemple très bien dans le contexte de la gravité modifiée. J'ai parlé des phénomènes de feedback et de comment est-ce que la manière dont on les prend en compte dans les simulations est cruciale pour comparer observation et simulation. Donc la manière dont ils sont implémentés dans la simulation, le fait qu'ils peuvent avoir une influence sur les halos de matière noire ou les satellites. Parler un peu plus des problèmes à l'échelle des satellites donc, et des galaxies naines, que ce soit la formation d'étoiles dans les sous-halos, les plans de satellites, et enfin d'autres problèmes liés à la morphologie des galaxies, comme l'évolution des barres. Il faut mentionner aussi que beaucoup de simulations cosmologiques ont des problèmes pour reproduire la fraction de gaz dans les galaxies telle qu'elle est observée.
Et enfin, donc j'ai parlé de quelques alternatives, comme la matière noire tiède, la matière noire floue ou hauteur interagissante, la gravité modifiée. Et chacune de ces alternatives connaissent elles-mêmes leurs propres défis. Donc tout ça, ça laisse pas mal de questions. Voilà, merci.